Bonjour Maître Morgan Malamba. Bonjour. Aujourd'hui, la RDC est frappée par le coronavirus. Nous comptons aujourd'hui 51 cas, 4 décès et 2 personnes guéries. Quel est votre aperçu par rapport à la situation sanitaire de l'heure? Je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer notre peuple pour son courage, sa détermination. La lecture sanitaire est une lecture qui relève d'une tristesse, d'une situation assez dramatique. Lorsque je regarde la capacité du Congo à pouvoir répondre, à riposter face à la pandémie, lorsque je regarde le manque d'équipement, lorsque je regarde le degré des zones de sciences à se recycler, à s'adapter par rapport aux évolutions, lorsque je regarde les médicaments disponibles, lorsque je regarde l'âge culturel, le niveau de culture, l'éducation de notre peuple, tous ces éléments faisant commune, je me dis la situation est grave, j'allais dire gravissime. Mais que voulez-vous? Si dans des pays développés, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, on n'arrive pas suffisamment à maîtriser cette pandémie, je me pose la question, et chez nous, heureusement pour nous, nous sommes presque les derniers continuant à être affectés par ce virus, et que les autorités, au travers le président Félix Antoine Tshisekedi, a pris un certain nombre de mesures, et ça c'est notre salut. C'est ce qui nous reste comme solution de riposte face à cette pandémie. Observer les règles telles qu'elles ont été éditées par le président de la République, c'est-à-dire que chaque parcelle, chaque maison doit avoir devant sa parcelle n'est-ce pas, de l'eau, avec du savon par exemple, du savon liquide, et vous arrosez, vous lavez les mains, vous prenez n'est-ce pas, le papier hygiénique, vous essuyez et vous entrez là, vous entrez. Vous ne pouvez pas vous saluer avec les gens. Il faut discuter avec les gens au moins une distance d'1 mètre. Et puis lorsque vous vous promenez, vous avez votre désinfectant chaque fois, nettoyer les mains, etc. Et puis ne pas trop parler lorsque vous êtes dans la voiture avec les gens. Et voilà, donc restez un peu trop à la maison, hein, pas trop aller dans les endroits où il y a beaucoup de gens, parce qu'à ce moment-là, on peut être contaminé si facilement. Donc ce sont ces mesures-là, Il faut porter le masque, mais voilà. Et si vous avez des gants, vous pouvez porter tout simplement pour empêcher que cela n'arrive pas, que tu ne mets pas le mains dans la bouche, sur les nez, etc. Et ça, on en a véritablement besoin pour l'instant. Pour l'instant, on en a besoin. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas des équipements, nous n'avons que ces règles d'hygiène. Si on suit ces règles d'hygiène, on va maîtriser l'épidémie et on va véritablement traverser cette zone de turbulence. Alors, Maître, le président de la République a pris des mesures, il a même allé jusqu'à décréter l'état d'urgence dans les pays. Mais qu'en est-il de la prise en charge de l'État vis-à-vis de sa population? Bon, on dit souvent, madame, que lorsqu'on veut coudre un habit pour un lézard, il faut tenir compte des saquets. Chacun doit manger à la hauteur de ce qu'il représente, sa force, et de pouvoir mobiliser des moyens. Ne donnons pas l'impression que nous devons faire comme les Français. Vous savez, les Français, ils ont 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Les Italiens, ils ont 2 milliards 800 milliards de produits intérieurs bruts. Les États-Unis, c'est 20 000 milliards, etc. Et donc, si aux États-Unis, on peut remettre à une famille 2 milliards, 2 000 dollars, c'est pas un problème. Les Congo-Kinshasa, ça voisine 50 milliards de dollars. Produits intérieurs bruts par an. Le revenu par habitant,
ça ne dépasse pas 480 dollars. Vous voyez, par habitant, par an. Ça représente combien par jour? Vous voyez, donc tout cela, il faut savoir mesurer nos propositions par rapport à nos moyens. Certes, nous avons un grand défi aujourd'hui de travailler pour produire des richesses, parce que c'est en produisant des richesses, c'est comme ça que nous pouvons intervenir chaque fois que nous avons un problème. Mais nous avons l'intelligence, et l'intelligence nous donne un savoir, et ce savoir nous permet véritablement de contourner certaines de difficultés. Et raison pour laquelle le président a dit, en tout cas, donner les enseignements, donner la connaissance, peut-être que ça ne coûte pas grand-chose. Commençons par donner les enseignements et nous verrons par la suite. Et la suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que maintenant, il faut avoir le masque. Alors, est-ce que nous avons un peu de moyens? Oui, nous pouvons disponibiliser un peu de moyens. Et la communauté internationale, qui peut encore nous ajouter quelque chose? Eh bien, on recourt par exemple à la Banque mondiale, qui doit rester dispo pour l'instant. On recourt à d'autres partenaires stratégiques, etc. J'ai entendu le professeur Mohamed dire qu'Alibaba, qui est le milliardaire chinois, etc., nous disponibilise plus de 900 000 tonnes, n'est-ce pas, des équipements qui nous permettent véritablement de lutter contre le coronavirus, etc. Bon, il n'y a pas que ça, la banque va disponibiliser un peu d'argent, et d'autres bailleurs vont disponibiliser un peu d'argent. Le programme qui a été élaboré, il reste pour cette première séquence, pour la ville de Kinshasa, c'est 137 millions de dollars. Ça ne peut pas empêcher le gouvernement de la République de dormir pour y arriver. Mais lorsqu'on veut qu'on fasse une répartition pour une ville de 15 millions d'habitants, on est même plus. Et vous voulez qu'on remette combien? Pour vous, maître, l'État ne peut rien faire. Non, l'État, vous savez, lorsqu'on est en guerre, on est en situation de guerre. Lorsque vous êtes en situation de guerre, vous allez dire, écoutez, donnez-moi à manger. Ah mais non, c'est aussi la solidarité vis-à-vis de l'État. Nous avons fait notre État ce qu'il est aujourd'hui. Les élites politiques ont tellement détruit le pays et qu'aujourd'hui, nous sommes en situation où nous pouvons constater le fait, mais nous cherchons une condition de facilité. Parce qu'aujourd'hui, imaginez que vous avez un budget de 5 milliards de dollars, et encore que tout n'est pas encore mobilisé. Et alors, vous faites quoi? On fait ce qui est faisable. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous ayons des masques? Comment nous pouvons soutenir naturellement les médecins, les hôpitaux, etc., à les équiper de manière moderne pour qu'ils puissent répondre naturellement à cette situation. Entre-temps, par solidarité, le peuple aussi doit pouvoir participer naturellement à cette situation. Parce que, croyez-moi, qui paye l'argent aujourd'hui en termes de fisc, etc. Ça pose problème. Nous partageons cette responsabilité de la dégradation de la situation dans notre pays. Et nous sommes à mesure de le constater que nous sommes en situation de guerre, chacun doit véritablement soutenir sa pension. Donc, tout ce qui disent que non, on va donner l'argent aux gens simplement parce qu'en France on en a donné, mais écoute, c'est quand même, il faut savoir mesurer les réponses par rapport à la situation, etc. Nous n'avons pas suffisamment de moyens, et raison pour laquelle le gouvernement de la République, au travers de la vision du président de la République, cherche à ce que nous puissions mobiliser les investisseurs, créer des entreprises, encore que les entreprises soient gérées par des hommes et des femmes qui ont la capacité d'imagination, d'innovation, mais des hommes intègres qui permettent de mobiliser des ressources pour mettre dans la quête de l'État, et chaque fois qu'il y a des circonstances improvistes comme aujourd'hui, etc., on puisse naturellement intervenir. Voilà. Et donc, tout cela faisant commune montre très clairement que nous avons beaucoup de défis, outre la situation d'aujourd'hui de coronavirus, mais nous avons des défis évidemment de la gestion de la République qui nécessitent beaucoup d'autres ingrédients pour que nous puissions nous en sortir. Maître, alors pourquoi notre pays, notre État, a entendu qu'il y ait des cas dans les pays pour prendre les mesures que les présidents ont pris et les premiers ministres et le gouverneur de la ville? Pourquoi avoir attendu qu'il y ait des cas en Kinshasa pour prendre cette mesure? Non, mais on y va graduellement. Le coronavirus est né en Chine et ça s'est déplacé vers l'Europe. Et puis bon, on a vu que la situation était grandissante. Et le gouvernement, au travers le président de la République, a pris un certain nombre de mesures. Les services sanitaires ont pris des mesures, etc. Lorsqu'il y a Ebola, à Bénin, on n'avait pas demandé aux Chinois de prendre des mesures. Le président de la République avait pris la décision après qu'on ait retrouvé un cas de coronavirus. Non, le cas de coronavirus a été retrouvé comment? Parce qu'il y a des dispositifs.
Il y a des dispositifs à l'aéroport. Lorsque vous quittez la province, lorsque vous venez de l'Europe, etc., vous entrez à l'aéroport de Kinshasa, on vous teste, on voit la température, etc. Ça peut donner lieu à l'identification des symptômes, etc. Ces dispositions ont été prises. Vous voyez, ces dispositions ont été prises. Et donc, si aujourd'hui, même en Italie, pourquoi la situation s'est aggravée? En France, pourquoi la situation s'est aggravée? Tout simplement parce qu'effectivement, il y a eu des dispositions élémentaires d'identification des tests, etc. De la même manière pour nous. Vous voyez, et aujourd'hui, on s'est rendu compte que la situation est gravissime et en tout état de cause, il faut proportionner naturellement les mécanismes ou les règles en fonction véritablement de la grandeur de la situation. C'est ce qui se fait de manière graduelle. Hier, il y a eu un certain nombre de mesures pour assurer l'hygiène et de manière à éviter véritablement le virus. Aujourd'hui, on a vu que les cas s'augmentent jour le jour. Alors, il y a donc l'étape de Kinshasa, et puis après l'étape de Kinshasa, il y a les provinces. Et le président dit état d'urgence. Ça veut dire en fait, rien ne peut quitter Kinshasa vers les provinces, la province vers Kinshasa, tout simplement pour bloquer, confiner la maladie, de manière qu'on maîtrise la source d'inspiration qui est de la ville de Kinshasa, etc. Et que les provinces ne soient pas touchées, sinon ça risque d'être une situation grave. Bon, donc ces mesures-là sont proportionnelles par rapport à notre situation, par rapport à nos moyens, par rapport à notre vision, quoi. Donc il faut savoir saluer aussi certaines choses, sinon on risque d'être véritablement... Mais pensez-vous que ces mesures vont vraiment éviter la propagation du virus en Kinshasa, vu le niveau de l'inconscience de notre population? L'inconscience est le résultat de sa qualité, le niveau d'information, d'éducation de notre peuple. Le ministère de la Santé, et en dehors du ministère de la Santé, il y a d'autres structures non formelles qui sont destinées naturellement, les ONG aussi y travaillent, etc. Et donc le travail n'a pas été conséquent. Notre pays a, sur le plan sanitaire, des zones de santé, des centres de santé, des points de santé. Il y a même des comités de santé. À différents niveaux d'atterrissage, il y a ce qu'on appelle l'animation, la sensibilisation. Ce travail ne se fait pas. Le service de l'hygiène qui aurait pu être rendu opérationnel par l'hôtel de ville, par ces différents centres de santé, etc., n'a pas toujours été opérationnel. Et donc, nous sommes victimes de notre propre turpitude. Alors, lorsqu'on dit le peuple est inconscient, le peuple est inconscient, à un moment donné, ici, j'avais vu, même la police sanitaire, elle est où? Elle est inexistante. Regardez la saleté, regardez la situation qui se trouve dans le passé, etc. Tout simplement parce qu'en fait, comme nous sommes plus évalués en fonction de ce que représentent les différentes politiques de la République, c'est les déclarations, les incantations des hommes politiques, etc., on ne donne pas véritablement la politique de la République. Et c'est ça ce qui a fait la situation aujourd'hui, c'est qu'elle est. Donc, si le peuple a été inconscient, si nous faisons, regardez, vous venez me voir, les leaders d'opinion, etc., auraient pu aussi parler sur la question de l'assainissement de la ville, sur la question de la propriété dans les parcelles, etc. On parle les bons pétons, il semble qu'il y a une coordination, etc., qui arrive à la télé, mais qui n'associe pas des hommes et des femmes dans les quartiers, dans les rues, etc. Nous sommes tous spontanistes dans la périphérie. Tout ça, les ONG qui travaillent dans ces conditions, etc. Rien du tout. Et même si on implique une ONG, c'est une ONG qui est connue dans l'obédience. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu la politique à la zéroise que nous avons connue qu'il faut changer. Parce que le Congo-Kinshasa, c'est 9 fois le Japon, 9 fois plus que le Japon, 5 fois plus que la France, 80 fois plus que la Belgique, 100 fois plus que le Rwanda. 1200 fois, 2000 fois plus que la République Sao-Tomé-Principe. Donc il ne faut pas gérer la République comme ça, et sous un sous-continent, comme si on gérait sa maison. Et même si on gère sa maison, eh bien, il faut un minimum de principes pour y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple doit grandir pour comprendre. On ne peut faire confiance à un tel ou tel homme politique que lorsqu'il présente quelle est sa vision par rapport à tel ou tel secteur de la vie nationale. Et ça n'a jamais été le cas. Même les hommes politiques, j'ai entendu les hommes politiques dire ce qu'on est en train de parler des coronavirus, c'est une histoire fausse, on est en train de chercher l'argent. On en a parlé avec Ebola, etc. Mais on a connu des hommes qui sont morts. Vous voyez, tout ça, ça montre l'immaturité de l'élite politique. Et l'élite sociale, y compris l'élite intellectuelle. Regardez, tout ce qu'on est en train véritablement de dire, il y a moins que de moyens, il faut soutenir, etc. Est-ce que vous avez entendu nos professeurs de pharmacie, nos professeurs de médecine, contacter les tradipraticiens, discuter avec le gouvernement de la République, ce qu'il faut faire, quels sont les produits qu'il faut mettre en route, etc. Même les compétitions sur le plan international, etc. Tout ça,
ça montre une bassesse, n'est-ce pas, de ce qui représente l'élite intellectuelle, l'élite politique, l'élite économique. Apparemment, cette pandémie est une leçon pour la RDC. Bien entendu, non seulement pour la RDC, mais surtout pour toute l'Afrique. Moi, je suis président de la nouvelle vision panafricaine, je suis panafricaniste, j'ai toujours prôné que l'Afrique puisse véritablement sortir de son sommeil de mort. Il faut que l'Afrique affirme véritablement son droit d'inès, son leadership, d'exception, etc., qui a dominé le monde pendant plusieurs années, plusieurs siècles, etc. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que nous pouvons changer notre manière de faire les choses. Nous ne pouvons pas avoir simplement des médecins de syllabis ou de pharmaciens de syllabis des livres. Non! Nous avons une superbe végétation, nous avons une superbe forêt, etc. On a besoin de discuter avec les praticiens et de dire, écoutez, quel est le produit que nous pouvons offrir naturellement au monde aujourd'hui? Ça, on en a besoin. Il me semble tel ne pas le cas. Tout le monde plaît, tout le monde chante, diplômé de ceci, diplômé de cela. Il faut sortir de coquilles d'intellectuels des diplômes pour arriver véritablement, pour être des intellectuels des solutions. Il y a un problème qui se pose. Il faut une solution correspondante. Ça, on en a besoin. Il me semble que c'est un défi pour tout le monde, à la fois pour le gouvernement de la République, qui n'a pas suffisamment agi, même dans les universités, pour créer des tanks qui permettent à ce que les universités soient véritablement des laboratoires de production des solutions, mais également pour les intellectuels eux-mêmes, qui laissent la fatigue, la paresse, qui fassent véritablement de recherche, pas de recherche et de promotion professionnelle. Parce que beaucoup d'articles aujourd'hui sont des copiologies, un peu la copulation. On ne voit pas des articles qui véritablement sortent des liens communs, qui nous donnent de voir sous forme d'une torche qui éclaire véritablement l'avenir. Il n'y en a pas. Les gens font des articles, justement, quand on est assistant, on devient chef de travaux, finalement on produit un mémoire qu'on appelle thèse, et puis finalement, oui, tout ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens deviennent véritablement des savoirs, de savoir. On a besoin du savoir. On a besoin du savoir. Il faut sortir de la croyance pour aller vers le savoir. En ce moment aussi, on ne sait même pas l'implication de notre ministère de recherche scientifique. Donc, on ne sait pas comment pallier à cette pandémie qui fait rage dans le monde. Ce ministère-là, c'est un grand ministère, mais qui est inexistant pratiquement dans notre société. Je ne sais pas si le ministre lui-même, bon, il semble que c'est un universitaire, il peut bien comprendre le rôle. Encore que bon, il faudrait que ce soit la volonté volontaire du gouvernement également d'équiper ce ministère, qui aurait pu faire un travail extraordinaire. C'est peut-être l'occasion, l'opportunité pour le faire. Il me semble que ce n'est pas encore la préoccupation. Je pense qu'aujourd'hui, avec toute cette pandémie, et d'ailleurs, il y a une science aujourd'hui, madame, qu'on appelle la collapsologie. Il y a eu des prédictions qui ont été déjà faites pour dire que 2020, il y aura plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes. Il y aura des grandes inondations. Vous voyez, le fleuve va quitter les là. Il va nous envahir vers la ville. Il faut déjà des prédictions. Il faut prévenir. Parce qu'il y aura des choses incroyables. En 2020, la collapsologie montre l'effondrement de la société. Alors maintenant, les autres sont en train véritablement de se préparer. Vous avez vu en Australie dernièrement. Il y a eu des incendies incroyables qui ont duré des mois et des mois, etc. Ce sont des choses très naturelles aujourd'hui qui sont déjà prédites, en tout cas, pas dans la collapsologie, etc. Et nous, on fait semblant, ni l'université de Kinshasa, ni l'université catholique, ni l'université protestante, ni l'université de Révérend Kim, etc. Personne ne nous dit quelles sont les choses qui arriveront cette année. Et pourtant, c'est une année déjà qui fait l'objet de prédictions et très malveillantes. Voilà. Donc, on est là, on a des intellectuels, mais qui, en réalité, sont que des instruits, en fait. Donc, la RDC n'a pas de scientifiques proprement dites. Bon, il y a des présomptions des scientifiques, mais il n'y a pas de scientifiques. Est-ce que vous avez déjà vu une théorie, même maintenant, la situation là, qui nous présente une théorie toute faite pour sortir véritablement de cette situation? Il n'y a rien. Et nous n'avons pas été formés. Nous sommes dans le paradigme occidental. Vous savez, le paradigme occidental, c'est la vision occidentale, où on nous donne seulement la théorie des Occidentaux faite dans tel ou tel domaine. Mais on ne nous montre pas le secret. Parce qu'il y a trois composantes dans la formation d'un homme. Il y a la composante théorique, pratique et spirituelle. Nous n'avons simplement que la composante pratique et théorique, nous n'avons pas spirituelle. C'est la spiritualité qui donne la fertilité à l'homme d'inventer, de construire son génie propre par rapport aux solutions qu'il faut véritablement créer dans son environnement. Or, nous n'avons pas la spiritualité.
Nous sommes là pour bloquer les théories des Occidentaux. Et si nous ne sortons pas de ce paradigme occidental pour aller vers à la construction du paradigme africain, où nous devons avoir notre propre spiritualité, pour une spiritualité authentique, bien entendu, qui nous permette d'avoir un génie propre et générer nos propres solutions par rapport à nos réalités, par rapport à notre supervégétation, par rapport à notre forêt, par rapport à nos réalités, par rapport à notre culture, par rapport à notre patrimoine. Si nous n'arrivons pas à construire ce paradigme-là, on n'ira nulle part. À ce moment-là, le reste, ça sera des incantations et on va rester plus de 500, même 1000 ans. On ne fera rien. Et c'est comme ça que nous, dans le cadre de la nouvelle vision panafricaine, nous sommes en train de nous battre pour redonner confiance aux Africains, pour redonner confiance, redonner l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi aux Africains, pour qu'on soit maintenant au devant de la scène, pour inventer ce que nous avons besoin. Nous avons beaucoup de minéraux, mais on ne sait pas transformer, simplement parce que nous n'avons pas de technologie, simplement parce que nos professeurs, nos scientifiques, ils ne sont pas véritablement de vrais scientifiques, mais ce sont des copieurs, des hommes qui répètent, qui citent à longueur de journée les théories des autres, mais qui n'ont aucune maîtrise, c'est pas correspondante. Maître Mbayamba, en ce moment précis, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui jusqu'à présent reste douteuse de la présence du coronavirus en RDC? Non, je voudrais dire à notre peuple que nous ne pouvons pas à tout moment être comme des enfants. Hier à Béni, on a parlé d'Ebola, les gens ont négligé. Mais il y a même des politiques qui ont dit qu'il n'y avait pas Ebola et que tout ça c'était de la politique. Et pourtant, il y avait plus de 1000 morts. Aujourd'hui, on parle de coronavirus et vous voyez ce qui se passe. Nous sommes un pays sous-développé entre guillemets. Nous n'avons ni des centres de santé équipés, ni des postes de santé, ni de matériel, ni des scientifiques qui sont capables de relever le défi. La plupart de nos médecins ne sont même pas recyclés par rapport aux innovations, par rapport aux évolutions scientifiques, etc. Et donc, nous sommes dans une situation très très difficile. Et si nous tombons dans cette déficit éducationnel où les gens contestent qu'il y a la présence de la maladie, à ce moment-là, on va disparaître tous. On va disparaître tous. Parce que j'ai vu quelqu'un comme ça qui est venu chez moi et il voulait me saluer. J'ai dit, je m'excuse beaucoup. Il dit, ah, donc tu es en train de m'importuner, pourquoi tu refuses la salutation? Alors si on va continuer à réfléchir comme on était dans l'animalité zéro, écoute, on va disparaître tous. C'est pourquoi je voudrais demander à notre peuple d'écouter ce que le président de la République a dit. Ces règles qui sont éditées par le ministère de la Santé, où il faut laver les mains, il faut ne pas se saluer, il faut toujours avoir un masque permanent, il faut pas trop parler, il faut pas parler dans un bus, etc. Il faut éviter de faire le plein dans une voiture, taxi, et tout ça doit être observé. Je sais que la communauté internationale est en train de se mobiliser. J'ai entendu l'OMS pour intervenir dans les différents pays. Il y a 169 pays aujourd'hui qui sont infectés par le coronavirus, etc. On pourra faire une certaine répartition par rapport à ça, au regard de l'ampleur des cas observés. Il y a aussi des bailleurs de fonds qui sont disposés véritablement à construire des partenariats stratégiques avec nos gouvernements pour répondre à la situation. Nous avons également des donateurs, un milliardaire chinois nous a donné les équipements, les masques, etc., les respirateurs. Et je pense que tout cela faisant combine va nous permettre... Est-ce qu'il y a déjà l'installation d'une caisse nationale? Bon, la caisse nationale n'est pas encore là, mais encore qu'il faut lancer l'idée pour qu'au-delà de ce qui tombe de l'extérieur, que bon, il y ait une contribution minimale de Congolais, ne serait-ce que 1000 francs, etc. Même si les gens ont toujours hésité à cause du comportement terroriste de l'élite politique qui visiblement ne tarde pas à ponctionner tout ce qui est d'intérêt public, etc. Mais bon, aujourd'hui, la situation est gravissime. Même l'élite elle-même est affectée et puis personne ne peut véritablement poser des actes incontrôlés. Et on a intérêt à lancer l'idée que dans les quartiers, dans les communes, dans les villages, etc., on apporte notre contribution pour qu'on puisse justement affirmer notre leadership aussi. Parce que nous ne devons pas continuer à pleurnicher, nous sommes un État, nous sommes capables de faire ce que nous pouvons en attendant que les autres viennent faire à notre place. Nous avons besoin d'un greffage, mais nous n'avons pas besoin d'une substitution. Ces pays a beaucoup de millionnaires, ces pays a beaucoup de milliardaires, pourquoi pas convoquer peut-être une réunion, je ne sais pas moi,
une sorte de rencontre pour essayer un peu de plaider leur aide vis-à-vis de la situation sanitaire de leur Non, il y a des milliardaires ici. Tout ce que nous avions comme des opérateurs économiques d'exception, comme Jean Bemba, comme Dokolo, comme Kisombe, comme Fonchi à l'époque, il ne reste que l'India qui est en train de se battre. Excusez, qui se bat. Il faut aller sur l'avenue du commerce. Il n'y a que les étrangers. Jamais ils peuvent vous dire qu'ils sont milliardaires. Même s'ils ponctionnent beaucoup d'argent, ils s'en vont, ils vont avec ça chez eux. Donc nous n'aurons pas de milliardaires. Il n'y a que les hommes politiques qui, visiblement, au lieu de travailler pour l'intérêt de la République, ils ont ponctionné, mais ils ont honte de présenter qu'ils sont milliardaires. Même si parmi eux, des milliardaires individualistes, etc. Et donc, tout ça, faisant combine, vous n'avez pas. Vous allez faire le rappel des troupes, c'est qui? Certes, il y a des opérateurs économiques, peuvent faire des petites contributions, mais moi je crois qu'aujourd'hui, je parle plus de la contribution des Congolais. Une caisse de solidarité nationale. Et cette caisse va aider véritablement qu'on puisse davantage intervenir pendant des moments un peu plus difficiles. Mais il faut fidéliser cela, il faut institutionnaliser cela. Il ne faut pas entendre seulement les moments d'une crise, etc. Il faut, quand on en crée, il faut fidéliser ça. Et qu'on mette en place des mécanismes qui permettent véritablement de construire une sorte de traçabilité, de transparence correspondante. Compter sur la contribution des Congolais, c'est peuple qui aujourd'hui elle-même s'est plaint de sa situation sociale à cause du confinement imposé par les présidents de la République. Comment ce peuple va contribuer si elle n'a pas de quoi? Non, écoutez, celui qui dort sur une natte d'automie dort par terre. Le Congolais ne doit pas accepter de dormir éternellement par terre. Il faut qu'à un moment donné, ceux qui ont encore un peu de dignité d'être Congolais, lorsque nous parlons d'une caisse, on peut pouvoir véritablement avoir cette caisse et y apporter sa contribution. Le professeur Mouyembe a présenté un programme stratégique pour la séquence de Kinshasa, 137 millions. Ça ne peut pas nous empêcher de dormir pour ça. 137 millions. Lorsqu'on voit la contribution du gouvernement, si on n'y arrive pas, il y a des partenaires extérieurs, et puis si on n'y arrive pas, il y a aussi le concitoyen, le Congolais, etc., au travers les opérateurs économiques et les agents fonctionnaires de l'État compagnie, déjà dans leur diversité. Écoutez, madame, vous allez dire qu'on ne peut pas réunir 137 millions? Je ne pense pas, à moins qu'on soit de la mauvaise volonté traditionnelle et reconnue aux Congolais, quoi, qui sont trop individualistes, égoïstes, égocentristes eux-mêmes. Voilà. Je rappelle ici que les coronavirus ont emporté un grand homme à la personne du bâtonnier Mukendi, qui était un cadre de l'UDPS. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet homme, votre nom? Je voudrais profiter de cette occasion, en tant que combattant de l'UDPS depuis les années 80, qui a travaillé très longtemps et même récemment avec le bâtonnier Mukendi Moulumba, présenter d'abord mes condoléances les plus attristées. J'ai pris pratiquement 48 heures de souffrance personnelle parce qu'on est tout le temps avec lui. C'est notre baobab, c'est notre unité de mesure, c'est un modèle référentiel. Il s'en va dans la précipitation. On n'a pas eu même pas l'occasion de lui rendre un hommage mérité. Maître, je sais qu'il y a des vivants physiques, mais il y a aussi des vivants invisibles. Vous y allez. Vous savez comment vous nous avez laissés. Vous allez retrouver Etienne. Faites tout pour plaider, pour que véritablement notre parti revienne dans la situation où les pères fondateurs l'ont voulu. Faites tout pour que vous puissiez susciter entre nous, parmi nous, des hommes et des femmes d'une grande intelligence, d'une grande sagesse de votre rang, pour que cette œuvre que vous vous êtes battu pendant plusieurs années perpétue et que les Congolais trouvent leur compte. Ça, on en a besoin. Et nous avons besoin véritablement de votre intervention, vous qui vous retrouvez avec tous ceux qui aujourd'hui sont devenus nos pères spirituels, de tout faire pour nous aider à ce que nous puissions avancer. Toutes mes condoléances à sa famille biologique. Je sais que ce n'est pas facile de perdre un homme, un baobab de ce genre, parce qu'il est irremplaçable. Encore une fois,
condoléances aussi à notre peuple. Parce que Maître Mukendi n'était pas seulement de l'IDPS, il était parmi les hommes les plus intègres. Et c'est le pays qui a perdu. Un homme référentiel, connu et à ramification internationale. Merci beaucoup. Merci bien.